Alors, bonjour tout le monde. On enchaîne. Mon nom est Martin Sauvé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis architecte de solutions chez Red Hat. Aujourd'hui, on va parler de la modernisation de la livraison des applications. Comment le monde des TI a changé finalement. Je pourrais aussi intituler ma présentation 4 démos en 45 minutes. On va essayer. Ça se peut que ça accroche, mais on va essayer de faire ça le plus smooth possible. Okay? N'hésitez pas si vous avez des questions. On peut prendre quelques minutes là, pour répondre à des questions. Okay? Juste pour mettre le contexte un petit peu, une citation de l'architecte en chef chez Netflix à l'époque. Il a dit, lui, on va mettre open source tout ce qu'on fait, on va mettre notre architecture. Ça ne change rien au niveau compétitif. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les processus, les façons de travailler. Okay? Ils peuvent copier ce qu'on fait en termes d'architecture, ils n'arriveront pas au même résultat finalement s'ils n'adoptent pas leur culture puis leur processus interne. Okay? La présentation aujourd'hui n'est pas très focusée sur les processus, mais on peut certainement en parler. Et j'ai fait d'autres présentations et j'en fais aussi chez plusieurs clients là, pour la modification des processus pour aller dans un mode plus, mode 2, plus DevOps, plus agile, plus microservices. Okay, les TI ont changé. Okay? On ne vous le cachera pas, ça arrive, c'est arrivé. Il y a énormément de changements dans les TI ces dernières années. Si on parle, par exemple, d'un cas typique, okay? Le serveur d'application. Okay? J'imagine que la plupart d'entre vous sont sur .NET ou Java ou des technologies comme ça, où on bâtit des WAR files, des year files, on déploie sur un serveur d'application. C'était la façon de faire. C'est encore la façon de faire aujourd'hui. Il y a plusieurs compagnies qui sont encore là-dessus. Où on prenait un serveur d'application comme JBoss, comme WebSphere, comme WebLogic. On bâtissait une application, on le déployait sur le serveur d'application et on bougeait finalement le WAR file d'un environnement à l'autre. Okay? C'est une façon typique, les applications qui appellent N-Tier, le monde Java, le monde finalement de 2000 à 2014, okay? Dans les TI. Puis je ne dis pas que ça doit tout partir, ce n'est pas ça le but de ma présentation, c'est encore un mode parfaitement correct. C'est juste qu'il y a des nouvelles façons de faire aujourd'hui qui amènent des avantages et puis de la rapidité, puis des gains très importants. Okay? Où ça se transforme, finalement, ça se transforme, vous avez peut-être déjà vu une slide similaire aujourd'hui, où ça se transforme de trois manières. Okay? Ça se transforme dans les façons de faire les choses, les processus, ça se transforme dans l'infrastructure applicative, okay? Où on va déployer nos applications, et beaucoup aussi au niveau d'architecture. Okay? Au niveau transversal, c'est un petit peu la première phase, le premier monde des TI, c'était en haut, okay? Plus le monde mainframe, un processus très waterfall, très monolithe. Okay? Le deuxième monde, c'était vraiment le monde de la virtualisation, où on faisait du N-Tier, du Java, justement, avec des processus plus ou moins agiles, dépendamment des organisations. Puis le troisième monde, la troisième phase, c'est le monde du DevOps, Container Microservice, que je vais vous parler aujourd'hui. OK? Question? C'est clair? OK. Encore une fois, mon but, ce n'est pas de parler de DevOps ici, mais finalement, le but de DevOps, c'est vraiment d'avoir des petites itérations agiles avec ce qu'on appelle des feedback loops, donc une rétroaction à chaque fois, savoir ce qu'on fait de bien, savoir ce qu'on fait de mal, beaucoup d'automatisation, beaucoup de déploiement, beaucoup d'agilité. On peut certainement en parler à un autre moment, là, mais ce n'est pas le but de la présentation. C'est quand même quelque chose de très important à considérer pour aller dans le monde des microservices, pour aller dans le monde du développement agile. L'architecture a aussi beaucoup évolué, l'architecture applicative. On est passé d'un monde très monolithique à un monde, dans l'époque SOA, si on veut, un monde découpé en services avec une couche présentation qui parle à des services, qui parle à un back-end, par exemple, à un mode aujourd'hui beaucoup plus microservices, où les applications sont alignées sur des domaines d'affaires, où ils sont décomposés en petites équipes et assemblés dynamiquement. Okay? Qu'est-ce qui a permis de faire ça? Pourquoi c'est un succès? Pourquoi c'est une réalité aujourd'hui? Pour ceux qui ont vécu SOA, il y a eu des hauts et des bas, okay? Dans le monde SOA. Il y a beaucoup plus de hauts aujourd'hui dans le monde microservice pour plusieurs raisons. Un, les processus sont là, sont clairs, comment développer, comment réussir. Deux, il y a les outils technologiques pour supporter les microservices. Puis trois, il y a vraiment beaucoup d'améliorations aussi en termes de réseautique, en termes de façon de faire du matériel pour ce genre de développement-là. Okay? Je passe vite, je vais arriver dans le sujet de la présentation. C'est juste une genre d'introduction. Alors, le monde a changé. On parlait avant beaucoup de virtualisation traditionnelle avec un serveur Java, par exemple, ou un serveur .NET qui roule sur un environnement virtualisé. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment des microservices. Chaque microservice déployé dans un conteneur, et le conteneur roule sur une plateforme de gestion de conteneurs. Okay?
beaucoup plus flexible, beaucoup plus portable sur diverses infrastructures, que ce soit infonuagique, que ce soit on-premise ou dans votre data center. Si on mixe les deux, ça se fait. Okay? Si on dit on va prendre une application traditionnelle Java, on va le mettre en container, puis on va le rouler sur une plateforme de container. Pas de problème. Okay? La plateforme supporte ça. C'est un cas d'utilisation valable. C'est juste qu'en termes d'agilité, on va se ramasser avec un conteneur dans un container. On va prendre plus de ressources. On va avoir plus de niveaux pour finalement pas vraiment de valeur. Okay? Donc, c'est là que le monde microservice entre en ligne de compte, où on a un framework beaucoup plus lean, beaucoup plus petit pour développer nos applications. Et finalement, le container, lui, ce qu'il permet de faire, c'est une portabilité d'un environnement à l'autre. C'est de la haute disponibilité, de la résilience dans l'application. Ça permet aussi la montée en charge dans le cas d'un volume accru. Et il y a un concept dans le logiciel aujourd'hui que je trouve particulièrement intéressant qui s'appelle l'antifragilité. Il y a un livre là-dessus qui a été publié. C'est un step, c'est un niveau en haut finalement de la résilience. Okay? Donc, plus il y a du changement, plus il y a des pressions, des lignes d'affaires, plus il y a du changement dans l'environnement, plus le logiciel s'adapte et devient performant. Okay? C'est vers ce pattern-là qu'on tend avec cette architecture-là, pour s'adapter rapidement au changement, changer rapidement en fonction des lignes d'affaires. Une slide pour être certain que tout le monde est au même niveau. Okay? La grosse différence entre la virtualisation et le container, c'est le niveau d'abstraction. Okay? Le container, on est au niveau d'abstraction des librairies de l'OS. Okay? Donc, dans un container, j'ai toute mon application et toutes les dépendances de mon application. Okay? Donc, quand je bâtis un container, je peux le bouger d'un environnement à l'autre. J'ai mon application et toutes ses dépendances. Donc, c'est portable, c'est facile de tester un conteneur, il est complètement testé, on l'envoie dans l'environnement de QA, et ainsi de suite. Okay? Beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Il y a aussi beaucoup moins de redondance dans l'environnement par rapport à la virtualisation. Okay? On n'a pas de double kernel Linux, on n'a pas de couche d'hyperviseur. Okay? On est beaucoup plus léger en termes d'environnement. Okay? C'est juste un petit peu pour comparer les deux mondes. Là. Aujourd'hui, les développeurs, plus d'options que jamais. Ils veulent plus de choix. Okay? Il y a toutes sortes de technologies, tant plus traditionnelles au niveau Java, par exemple. Beaucoup de JavaScript qui s'en vient avec des frameworks comme Node.js. On va aller aussi beaucoup, maintenant, on entend beaucoup parler de serverless avec Function et puis des mécanismes comme ça, ou pour des applications très, très lightweight et très, très modulaires, encore plus modulaires que les microservices. Ça permet finalement, le but finalement, c'est que les développeurs utilisent le meilleur outil pour le meilleur travail. Okay? Si vous avez une application qui a besoin de Node.js, par exemple, ben, vous utilisez Node.js pour votre application. Okay? C'est un des problèmes aussi avec les conteneurs, les serveurs d'applications traditionnels, c'est qu'ils sont vraiment faits pour une technologie. Okay? Vous avez un serveur Java, WebSphere, ben, il va rouler du Java. Okay? Vous voulez faire du .NET là-dessus, bonne chance. C'est pas portable entre les langages. Donc, ça vous lock-in dans un langage. Donc, en 2015, okay, on pourrait dire que le nouveau serveur d'application, finalement, c'est la plateforme de gestion de conteneurs, puis vos applications sont déployées en conteneurs. Okay? C'est l'évolution. Okay? Donc, au lieu de packager vos applications sur un serveur d'application .NET ou Java, bien, ils sont packagés sur des runtime légers, okay, que le développeur a besoin pour son problème ou son besoin d'affaires. Et ça permet une certaine flexibilité aussi en termes de technologie, en termes de choix. Okay? Une petite démonstration ici. Okay? Ben, je vais vous montrer la slide avant. Voilà. Je vais vous montrer ce slide-là avant. Alors, on s'en vient avec un produit. Je vais vous parler dans mes 4 démos. Je vais faire 4 démos. Okay? Des trucs qui existent, des trucs qui n'existent pas encore, des trucs qui s'en viennent dans un futur approché et futur plus ou moins éloigné. Okay? C'est dans la communauté pour l'instant. Red Hat travaille beaucoup dans les communautés. On s'en vient avec un produit commercial qui s'appelle OpenShift Application Runtime. Okay? C'est des frameworks fréquemment utilisés aujourd'hui. Finalement, des runtimes de base pour les conteneurs, okay, que vous pouvez utiliser pour faire un jump start pour vos applications, finalement, pour démarrer vos applications plus rapidement. Okay? Des bases complètement supportées, un supply chain complètement supporté, sécurisé, pour aller chercher des langages de programmation qui roulent en conteneur sur OpenShift. Okay? Je vous montre un exemple vite. Okay. Vous allez sur le site web. Vous dites, OK, je veux le rouler localement sur mon environnement de container local. Et il faudrait que je me logue avant. On va se loguer.
comme je disais, c'est des démos live. Je vais me loguer. Voilà, je suis logué. Alors là, vous dites, je veux aller localement. Voilà. Et vous définissez votre mission. Qu'est-ce que je veux? Je veux une application CRUD, donc une application qui fait des read, update, delete, create, read, update, delete. Je veux une application avec un circuit breaker, qui est un pattern de microservice pour s'assurer que le microservice répond tout le temps. Il y a plusieurs options ici. Je vais faire un API REST ici. Okay? On veut créer un API REST. Okay? Là, ici, ce que je fais, c'est que je vais me choisir un squelette d'API REST avec un environnement de développement tout prêt pour mes développeurs à utiliser. Cet environnement-là vient d'une source sécurisée, vient d'une source qui est maintenue. Okay? Donc, je choisis l'API REST. On va y aller ici. J'ai dit REST, voilà. Et la deuxième étape, là, je ne suis pas limité à un langage, je suis limité à tous les langages qu'il y a dans Red Hat. J'ai tous les langages qui sont dans Red Hat OpenShift Application Runtime, finalement, disponibles pour moi. Okay, disons, je vais faire du Spring Boot. Ici, on a choisi d'aller sur Spring Boot. Donc, je choisis Spring Boot. Okay, je remplis quelques paramètres additionnels sur mon nom de projet, blablabla, ainsi de suite. Et je suis prêt. Je download un zip file. Okay. J'ai le zip file downloadé. Je l'ai explosé ici pour sauver du temps, mais j'ai juste fait un unzip. Et j'utilise Maven. Pour ceux qui font du Java, Spring Boot, c'est du Java. Maven, c'est un outil standard de build pour des applications Java. J'utilise Maven. Okay. Maven va compiler mon application et la déployer sur OpenShift. Okay. Donc, j'ai un API REST en quoi? 2 minutes, déployé sur OpenShift, que je peux me servir de squelette, que mes développeurs peuvent utiliser pour finalement mettre le vrai API, votre vrai besoin d'affaires, en API sur OpenShift. Okay. On va laisser rouler, ce n'est pas tellement long. Alors là, il me roule toutes les tâches pour développer, tester, builder l'application. Et voilà, il compile. Et une fois qu'il a fini de compiler, il roule mes tests unitaires. Il démarre Spring Boot. Okay. Et il va publier sur OpenShift. Si je vais dans mon environnement OpenShift maintenant, et je vais dans mon projet que j'ai créé pour ce besoin-là, okay, je peux voir que j'ai un build qui est démarré ici. Il est après bâtir mon conteneur qui va contenir mon API REST. Okay. Donc, c'est aussi simple que ça pour vos développeurs de commencer avec OAR. Ils ont le choix de technologie, ils ont le choix de modèle, de mission qu'on appelle, pour des cas très, très communs d'application, et ils sont prêts à démarrer. Okay. Je peux le laisser rouler. Je ne pense pas que c'est très long. Juste m'assurer qu'il est après copier finalement l'application de mon command line ici à aller jusqu'à mon environnement OpenShift. Question? Oui, en fait, le App Store, tout ce que c'est l'App Store. Oui, j'aime le nom. J'aime le nom. C'est ce qu'on appelle des boosters. OK? Fait que les boosters, c'est juste des. Pour ceux qui connaissent Maven, c'est des archetypes. Donc, c'est des façons accélérées et des genres de gabarits Maven pour démarrer le développement applicatif. Vous pouvez créer les vôtres si vous voulez, certainement. OK? Puis aller chercher le conteneur de base qu'il faut et ainsi de suite pour développer votre application. OK? Donc, ici, j'ai poussé mon conteneur. OK? Donc, la prochaine étape, lui, il va le déployer. Voilà, il est en train de le déployer. Et il roule le déploiement. Et j'ai mon application qui a été déployée. Voilà, il est encore en train de déployer. Un petit peu trop vite. On va attendre qu'il déploie complètement. Quand ça va devenir bleu foncé ici, on va tous être heureux. En tout cas, je vais l'être. Voilà, il est déployé. Donc, j'ai mon application. Et voilà. J'ai un API REST ici. Évidemment, c'est un Hello World. Là. Alors, bonjour à tous. Bonjour. J'invoque. Il appelle le service REST derrière qui me retourne la réponse. Donc, j'ai mon skeleton, j'ai mon squelette pour bâtir une vraie application REST pour être buildé en container. Okay. Je pars de ça, je viens de sauver plusieurs semaines probablement de développement pour démarrer mon cycle de vie applicatif. OK? All right. Si on continue. Ce qu'on fournit aussi dans OAR, ou ce qui va être inclus, c'est, encore une fois, juste 45 minutes, mais il y a beaucoup d'implications quand on va en microservices pour le monitoring, pour la stabilité des microservices, s'assurer que mes microservices sont up and running, qu'ils peuvent communiquer un avec l'autre, et ainsi de suite.
On fournit des outils que Netflix, quand ils sont passés au modèle streaming, pour ceux qui savent, j'imagine que vous savez tous que Netflix avant envoyait des DVD par la poste. Ils ont réalisé que c'était peut-être pas le futur, et ils sont passés au mode streaming. Okay? Ouais, Smart Move, ouais, c'est ça. Quand ils sont passés au mode streaming, ils ont passé aussi à des microservices, c'est un peu les précurseurs, un des précurseurs de cette technologie-là. Et ils ont créé des outils pour s'assurer qu'il n'y a pas de downtime, qu'il n'y a pas de problème. Okay? Parce qu'il y avait eu un outage de plusieurs heures, puis pour eux, c'était inacceptable dans ce nouveau monde-là. Ils ont créé des outils qui sont brandés sous la bannière Netflix OSS, donc Netflix Open Source Software. Et certains de ces outils-là vont être bundlés avec OpenShift ou peuvent être utilisés facilement avec OpenShift. Là. Comme par exemple Istrix, qui est un outil très connu de Netflix pour si mon service ne répond pas, bien, il va m'envoyer sur ce qu'il appelle un fallback. Okay? Comme ça, le client n'attend pas après le service nécessairement, il sait qu'il y a un problème. C'est plein d'outils comme ça de monitoring et de gestion des microservices. Bon, j'ai parlé beaucoup de ça tantôt, là, mais pourquoi utiliser Red Hat OpenShift Application Runtime? Bien, finalement, c'est polyglotte. On n'est pas lié à un langage. Okay? Il va y avoir de l'évolution. Il y en a qui sont déjà là. On va en rajouter d'autres avec le temps. On bundle les meilleures solutions disponibles open source pour être utilisées avec OpenShift. Et finalement, on peut s'adapter à plusieurs architectures. Okay? Des monolithes plus des applications plus monolithiques sur OAR ou des applications vraiment éventuellement serverless basées sur des fonctions. Et la chaîne de livraison des containers est complètement validée et sécurisée par Red Hat. Okay? Ce qu'on fait chez Red Hat depuis des années, on gère l'open source. Okay? Bon, on gère ces frameworks-là open source en conteneur. Pareil que ce qu'on fait depuis 20 ans. C'est fait. Comment on fait pour démarrer? Vous l'avez peut-être vu ce matin, finalement, on parle beaucoup de mode 1, mode 2. Okay? Donc, dans le monde de Gartner, mode 2, c'est les applications cloud. Okay? Donc, les applications qui drivent l'infrastructure, les applications qui gèrent l'infrastructure derrière. Dans mode scale-out, en mode plus la résilience et dans l'application et non dans la plateforme, en mode conteneur et ainsi de suite. Donc, ce qu'on vous suggère, puis je pense que vous avez déjà eu des présentations ce matin, mais je vais aller un petit peu plus en détail, c'est vraiment de passer plus en mode 2 silos, okay? Vraiment dans vos organisations. Le silo 1, qui est le nouveau mode, avec les nouveaux outils, les nouveaux processus, les nouvelles façons de faire les choses, et votre silo 2, qui est finalement le legacy, okay? Ou vos applications existantes, que vous ne voulez pas nécessairement toucher, transformer tout de suite. Il ne faut pas mélanger les projets, les processus et les façons de faire nécessairement. C'est vraiment des mondes différents entre les deux façons de faire. Okay? Et entre le mode 1 et le 2, ben, finalement, c'est de bâtir des ponts avec du middleware agile pour que les deux puissent se parler. Okay? Alors, une façon de faire typique, c'est la façon qu'on appelle étrangler le monolithe. Okay? Je m'excuse de la violence aujourd'hui, mais... Alors, vous avez votre monolithe, qui peut être n'importe quelle application chez vous, finalement. Okay? Vous avez tous des monolithes, probablement, du legacy, des systèmes existants. Dans mon exemple que je vais vous montrer tantôt, mon monolithe, c'est un site de e-commerce. Okay? Je prends un site de e-commerce comme exemple. Okay? Donc, mon premier microservice que je me bâtis à côté de mon monolithe, c'est un service d'inventaire. Je dis, mon monolithe, tu ne gères plus l'inventaire, c'est moi qui vais le gérer. Donc, en mode 2, je bâtis mon inventaire. Okay? Dans le mode 1, mon monolithe reste là, plus traditionnel avec des processus waterfall, là, des environnements virtualisés et ainsi de suite. Mon inventaire est en conteneur. Okay? Et je peux en faire un deuxième. C'est un site d'e-commerce. Je peux extraire mon catalogue par la suite. Okay? Je peux choisir une nouvelle technologie. Fait que je prends Wildfly, par exemple, pour l'inventaire. Je prends Spring Boot pour le catalogue. Et ainsi de suite. Je continue. Okay? Alors là, on va finir par écraser le monolithe, okay? Jusqu'à temps qu'il reste de moins en moins de fonctionnalités dans le monolithe, ou seulement ce que le monolithe est supposé faire, et non toutes les customizations que vous aviez rajoutées. Okay? Et on peut faire du nettoyage dans le monolithe, et de plus en plus, ben, les gens vont aller vers les microservices naturellement. Okay? Pourquoi? Parce que le développement est beaucoup plus rapide, vous allez avoir du succès beaucoup plus rapidement, et le succès va amener le succès. Okay? Donc, vos équipes qui ont du succès avec votre service inventaire, ben, il y a d'autres équipes qui vont dire hey, « moi aussi, je veux faire ça, je veux aller aussi vite ». Et ça va se contaminer l'entreprise de bonne manière, si on veut. Okay? Pour faire ça, par exemple, okay, ça prend beaucoup d'outils. Okay? C'est la grosse différence, finalement, avec l'ancien monde, c'est que ça prend des outils pour gérer tout ça. Vous allez avoir beaucoup de composantes à gérer. Ça prend des langages de programmation qui sont adaptés, comme je disais tantôt, aux besoins et de chaque groupe de développement, de chaque ligne d'affaires, et ainsi de suite.
J'en ai mis quelques-uns ici, le Spring Boot, MicroProfile.io, qui est un peu l'évolution de Java, Node.js, ça peut être du .NET Core, ça peut être toutes sortes de langages. Okay. Le format de choix aujourd'hui pour packager, pour impacter, pour standardiser la façon de déployer ces langages de programmation-là, c'est le format Docker. Okay. Pour gérer ces containers-là, on va parler beaucoup des OSS de Netflix, que j'ai parlé brièvement tantôt, et surtout de Kubernetes. Okay. On va avoir énormément de conteneurs à gérer, énormément de conteneurs à déployer aux bons endroits, énormément de conteneurs à lier ensemble, qu'il faut qu'ils découvrent l'existence des autres conteneurs et ainsi de suite. C'est le rôle de Kubernetes. Okay? Kubernetes, c'est vraiment une configuration distribuée pour tous vos services. C'est un mécanisme de découverte de services, de service discovery. Vous allez exposer vos services existants avec Kubernetes, la réseautique, le versioning et ainsi de suite. En fait, il y a plein de services nécessaires pour le monde des conteneurs. Ce n'est pas pour rien que c'est l'outil le plus adapté aujourd'hui et adopté dans le marché pour les conteneurs. Évidemment, chez Red Hat, OpenShift, c'est Kubernetes. Okay? Ce qu'on met par-dessus ou ce qu'on rajoute à Kubernetes, c'est vraiment des fonctionnalités de libre-service, des flux de travail pour les développeurs, beaucoup de focus sur l'entreprise en termes de sécurité, en termes de performance, en termes de registre de conteneurs intégrés sécures, de multi-tenancy, de la réseautique software-defined à l'intérieur pour tout lier vos conteneurs ensemble pour ne pas vous ayez à vous soucier de la réseautique. Okay? Ouais, finalement, c'est l'infrastructure sur laquelle on déploie les microservices, c'est Kubernetes. Okay? Juste pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait dans Kubernetes, on est beaucoup impliqué au niveau de Kubernetes. Aujourd'hui, c'est rendu un standard. Tout le monde offre du Kubernetes. Tous les vendeurs, partout, c'est la mode de parler de Kubernetes. Nous, ça fait des années maintenant qu'on est dans Kubernetes. On est rentré dès le début. Kubernetes a beaucoup de Special Interest Groups, okay? SIGs. Puis c'est comme ça que la communauté est divisée. Okay? Il y a la fonctionnalité de gestion de conteneurs, mais il y a aussi la fonctionnalité de comment on fait pour sécuriser les conteneurs, comment on fait pour le storage des conteneurs. 45% de toutes ces SIG-là, Red Hat est sur le board de leadership, finalement. Okay? Donc, on peut influencer la stratégie, on peut approuver des changements, on peut régler des problèmes. Bref, on est complètement impliqué dans la communauté. Okay? C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans toutes les communautés dans lesquelles on s'implique. C'est le modèle d'affaires de Red Hat. C'est pour ça qu'on a eu du succès avec l'open source à travers les années. Si on regarde sur un site web, vous pouvez aller voir vous-même DevStat. Ça montre les contributions des différentes compagnies à Kubernetes. Red Hat est parmi les meneurs. Okay? Et c'est comme ça depuis encore là plusieurs mois, plusieurs années. Et ça va continuer. Okay? C'est vraiment le futur de Red Hat où on montre l'implication. Red Hat, on est en vert là-dessus, je pense, nos contributions. Là. Okay? Alors, un petit peu ce que Kubernetes peut faire. Okay? Je vais vous montrer vite un autre petit démo 2. Il me reste combien de temps? 15 minutes? 15 minutes? OK. Ouais. Alors, ce que j'ai ici, finalement, okay, je vais déliter ce projet-là. Il n'y a comme pas rapport, finalement. C'est juste pour ça, c'est pour mon premier démo qui est fini. Je n'ai plus besoin. Je vais l'enlever. Juste pour ne pas mettre de la confusion, là. OK. Alors, ce que j'ai ici, j'ai 4 projets okay, qui représentent un cycle de développement typique d'une application sur OpenShift, d'une application en conteneur, d'une application en microservice. Okay? CI/CD, c'est tous mes outils pour bâtir mon application, pour faire mon pipeline de livraison continue, pour tester mon application, pour stocker mes librairies, et ainsi de suite. C'est dans le projet. Okay? Les petites cases qu'on voit ici, là, ça s'appelle des projets dans OpenShift. C'est là que la sécurité est appliquée, c'est là que les contrôles d'accès sont appliqués. Et ensuite de ça, j'ai mes 3 environnements. Okay? Je suis, dans mon exemple, un développeur qui travaille sur le service d'inventaire. Okay? Mon équipe est responsable du service d'inventaire. Donc, j'ai mon projet de développement service d'inventaire, où je fais mes tests unitaires, où je mets mes nouvelles versions. Okay? J'ai mon projet de test, où j'envoie mon service d'inventaire avec tout le reste de l'écosystème. Okay? Donc, avec tout le site de e-commerce. Et une fois que ça, c'est beau, j'ai mon projet de prod, qui est mon environnement de production, où roule mon application, finalement, en production. Ça vous va? Alors, si je vous montre vite mon application, je vends des produits Red Hat. C'est une totale coïncidence, okay? Je vous assure. Alors, si on regarde mon application, j'ai mon service catalogue, j'ai mon service d'inventaire. Si vous voyez les petits orange, bleu, là, 35 left, et ainsi de suite,
J'ai un service de review, de rating, j'ai un service de shopping cart, tout ça pour bâtir mon application de e-commerce. OK? Alors là, vous voyez, j'ai présentement 35. Là, je suis un développeur affecté à cette application-là et je dois changer finalement quelque chose dans mon code. OK? Donc, je vais aller dans mon répertoire Git, mon source control, qui est déployé en conteneur, persisté sur du stockage persistant d'Amazon dans mon cas. Et je m'en viens ici. Je dis, je vais changer mon code. Okay? Je vais aller dans mon code ici d'inventaire et je vais changer la façon de calculer mon inventaire. Il y a un problème, je n'aime pas ça, je vais changer mon code source. Okay? Ça ne sera pas long. J'aurais dû y aller direct, ça m'aurait évité le paquet de clics ici. Là. Et voilà. Je vais éditer directement dans le source control, ce qui n'est pas quelque chose que les développeurs font d'habitude. Ce n'est pas très convivial. Alors, au lieu de retourner la quantité, finalement, ben moi, je vais être un excellent développeur, puis je vais dire, on n'a pas la quantité, on a la quantité plus 300. Hein? Voilà, je suis un bon développeur, là, vraiment. Ma business va toujours avoir du stock, je vous garantis. J'espère que ça ne travaille pas de même chez vous, parce que... oui, c'est ça, marketing, voilà. Alors, je vais changer je vais faire un commit qui appelle pour mettre ma modification officielle, ajustement de la quantité, voilà. OK? Et je fais un commit dans Git. Là, je pourrais avoir ce qu'on appelle un webhook qui démarre automatiquement un build. OK? Je ne l'ai pas fait. OK? Ah. Mais j'ai une pipeline de livraison continue, donc je démarre ma pipeline. OK? Ce qui va se passer au début, c'est Jenkins qui roule derrière, pour ceux qui connaissent les outils. J'ai Nexus aussi qui va mettre tous mes artefacts de déploiement et j'ai des outils de test derrière pour tester mon code. Okay? Donc, ce qui va se passer derrière en premier, je vais bâtir mon conteneur. Okay? Je vais rouler des tests en dev. Je vais envoyer le même conteneur que j'ai bâti en test. Okay? Je ne veux pas le rebâtir. Il est déjà tout testé, tout beau. Il y a toutes ses dépendances. Je sais qu'il fonctionne. Je vais l'envoyer en test. Je vais rouler des tests dans l'environnement intégré, s'assurer que tout fonctionne encore. Je vais l'envoyer en prod. Je vais faire des tests en prod. Mais là, il ne sera pas live en prod. Je fais ce qu'on appelle du blue-green. Okay? Du déploiement blue-green. Pour ceux qui connaissent, je déploie mes deux versions en prod, okay? Ma version actuelle puis ma nouvelle version. Le trafic est sur l'ancienne version uniquement. Je peux tester, moi, de l'intérieur, ma nouvelle version. Et quand je suis prêt, je switch le trafic sur ma nouvelle version. Okay? C'est la notion de blue-green déploiement. Donc là, il me bâtit mon conteneur. Si je vais dans mon environnement de dev, ici, ben, je vais voir que qui est en train de rouler ici. J'ai un build qui roule. Okay? Donc, il est en train de bâtir mon conteneur. Okay? On voit ici le build qui est en train d'effectuer. Il a fini et il déploie en mon environnement de dev. Il va rouler des tests. Une fois que les tests sont satisfaisants, il va prendre le même conteneur, le déployer en test, et ainsi de suite, jusqu'à la prod. Okay? On va revenir au pipeline. Et voilà, il a déployé en test. Il roule les tests maintenant en test. Et il va aller comme ça jusqu'à la prod. Okay? On va le laisser rouler tranquillement. Ici, mes tests en test, c'est très sophistiqué. Je fais un sleep 30, donc j'attends 30 secondes. Si le test échoue, ça va arrêter là. C'est le feedback qui va être envoyé au développeur. « Hey, bonhomme, ton test a échoué. Okay? » Il dit pourquoi? Oui, il faut que l'outil de test renvoie un rapport et non seulement, marche pas. Ça, c'est c'est peut-être pas très utile. Là. Okay? Fait que là, il déploie en production. Okay? Je peux vous le montrer aussi directement dans Jenkins. Okay? Il va directement dans Jenkins. C'est vraiment Jenkins derrière qui fait le déploiement. Okay, je vois ici mes logs dans Jenkins directement. Là. Okay? Alors là, il est en train de déployer en prod. Si je vais fermer une coupe de fenêtres. Ça, j'ai fini. Si je vais dans mon environnement ici, OK, là, il est déployé en prod ou il est en train de déployer. On va le laisser finaliser. Mais est-ce que je vais voir mon nouvel inventaire amélioré? Non, parce que je suis sur la version bleue en prod. Je viens de déployer la version verte. Okay?
Je pourrais avoir un lien interne qui va vers la version verte que mes gens à l'interne peuvent tester, voir si ça fonctionne selon leurs besoins et ainsi de suite. Okay? La dernière fois, ça avait pris 1 minute 25, ça doit être similaire. Là. Je dois achever. Je peux... Oui, c'est ça. C'est exactement, j'entends des commentaires, c'est exactement ça. Le vert, si ce n'est pas satisfaisant, mais on peut faire un rollback, on peut retourner à l'ancienne version puis dire, bon, c'est pas correct, il y a un problème. C'est le but du rolling deploy. Là, je roule mes tests en prod. Okay. Mon service est déployé en prod, et encore une fois, j'y ai pas accès. Je suis toujours sur mon ancien service ici. Okay. Et là, je lui dis, si je vais voir dans mon environnement de prod, qu'est-ce que ça a l'air? Bien, je vais avoir 2 services d'inventaire. Un blue et un green. Okay. Le bleu est utilisé live, le green ne l'est pas. Okay. Je vais revenir à mon projet CI/CD. Et voilà, il est déployé. Okay. Encore une fois, juste pour valider, j'ai plus rien. Puis là, j'ai dit, OK, j'ai testé à l'interne, je suis prêt à mettre ça en prod. Mais là, je demande une approbation de quelqu'un qui a les autorisations, finalement, de déployer en prod. Je dis, OK, proceed, envoie-le en prod. OK? Donc là, il fait le vrai go live, finalement, l'aiguillage du bleu à green. OK? Et maintenant, je peux regarder en prod, finalement, ben, je vais avoir mon inventaire complètement amélioré ici. J'en ai beaucoup, là, soudainement. J'ai réglé mon problème d'inventaire. OK? Bon, on continue. Pour que tout ça fonctionne bien, comme j'ai dit tantôt, ça prend de la surveillance, ça prend du monitoring, ça prend des outils pour gérer les problèmes, pour gérer les transactions. Il y a un écosystème très vaste sur Kubernetes. Il y a beaucoup de compagnies, beaucoup de gens qui travaillent sur Kubernetes. Je vais vous en montrer un en particulier ici, okay, qui s'appelle Istio. Okay, istio.io. Lyft, vous connaissez Lyft, la compagnie style Uber là, qui fait dans le genre d'Uber. Ils ont créé ce qu'ils appellent un proxy envoy. Okay? Le proxy envoy, c'est un proxy de réseautique finalement qu'on peut mettre dans les containers. Okay? Et lui, il va intercepter le trafic réseau entre les containers. Okay? Ce que ça va permettre de faire, ça va permettre de sécuriser le trafic qui passe entre les conteneurs, donc le trafic est-ouest, okay, dans une application. Et ça va permettre aussi d'avoir de la télémétrie puis des informations sur ce qui se passe au niveau des containers. C'est une communauté dans laquelle Red Hat est très impliquée. Okay? C'est une communauté qu'on croit qu'il va avoir beaucoup d'avenir. C'est dans nos plans éventuellement de l'intégrer avec nos produits. Okay? Et avec Istio, ici, j'utilise Prometheus. Prometheus, c'est notre outil de monitoring de choix pour Kubernetes, pour OpenShift. Okay? Ce qu'il fait, lui, finalement, il fait des requêtes sur du data. Et j'utilise Grafana pour l'affichage, finalement, des requêtes de Prometheus. Okay? Istio, ce que c'est, comme je disais tantôt, on a un proxy envoy qui roule dans chaque conteneur qu'on déploie, okay, dans chaque pod Kubernetes. On a une couche de gestion qui, lui, va appliquer des règles de sécurité dans le trafic entre les conteneurs, qui va appliquer des règles d'autorisation, qui va appliquer aussi de la télémétrie. Okay? Donc, on va savoir le temps-réponse, on va savoir tout ce qui se passe, finalement, dans mon trafic entre mes conteneurs. Okay? Si je vous montre vite ce que ça a l'air. Ouais, je vais aller ici. On va fermer des fenêtres pour ne pas se mélanger. Voilà. J'ai Istio ici, sur OpenShift 3.7. Alors, Istio, j'ai mon application Istio. Mon application Istio qui est ici, finalement, c'est une série de microservices qui pour de la revue, des reviews de livres, finalement, de la critique de livres. Okay? C'est mon application démo. J'ai plusieurs services de review, plusieurs versions, et en fonction de qui les accède et en fonction de la situation, bien, des différentes versions de services vont être utilisées, okay, dans mon application. Puis c'est Ist qui va faire l'aiguillage, finalement, de qui a le droit d'accéder à quel service de review. C'est clair? OK. Fait que si je vous montre ici ma page de review, qui était, donnez-moi un instant, ici. Voilà. OK. Je dis, je l'essaye avec un usager normal. Okay? Donc, un usager normal, je vois des reviews ici, finalement, des revues de livres et tout ça. Okay? Et si je reviens avec un usager de test,
si je rafraîchis, on voit ici que j'ai des étoiles qui sont rajoutées. Okay? Puis ça, c'est IST qui a identifié, je suis avec un usager différent, celui-là a le droit de voir les étoiles, l'autre n'a pas le droit. Okay? Donc, c'est deux versions du service review différentes qui ont été appelées en fonction du profil d'usager. L'autre chose qui s'est passée derrière, c'est qu'il y a énormément de métriques puis de collection de données qui s'est passée entre les différents services. Okay? Je vais juste rouler un petit générateur de load ici pour que j'aie des données. Là. Un générateur de load très, très sophistiqué qui appelle des requêtes. Là. Voilà. Alors, si je vous montre toute la télémétrie qu'on peut collecter derrière ça, c'est assez hallucinant. Okay? Oh là là, la résolution. Voilà. Ici, j'ai mon service mesh, okay? Avec mes volumes de requêtes, mes succès, mes temps-réponse de chaque service, et ainsi de suite. Okay? Donc, j'utilise Grafana et Prometheus pour monitorer tout ce qui se passe finalement dans mon cluster. Okay? J'utilise aussi un outil qui s'appelle Service Graph. Lui, il montre graphiquement le chemin que les requêtes ont pris avec le temps-réponse entre chaque service, entre chaque microservice. Okay? Alors, je vois ici que j'ai appelé Product Page. Des fois, j'appelle le V3 du Service Review, des fois le V1, des fois le V2, dépendamment du cas, et chacun va revenir au Service Rating. Okay? J'ai mon arborescence d'appels de microservices. Encore là, c'est IST qui a fourni les données, et je les affiche dans un outil qui s'appelle Service Graph. La dernière chose que je vais vous montrer, ici, j'ai Zipkins. Alors, je vois ici pour chaque requête, okay, le temps total et toutes les dépendances, finalement, toutes les requêtes dépendances, qu'est-ce qui a pris le plus de temps dans mes requêtes. Okay? Alors, beaucoup de métriques, beaucoup d'informations sur l'appel de vos services. OK? J'ai-tu encore du temps pour le quatrième démo? Oui? OK. Ça va. OK. L'autre chose qu'on a parlé aussi, c'est le déploiement sur des environnements hybrides. Okay? Déployés sur Azure, déployés sur Google Cloud, déployés sur votre data center, déployés peu importe l'endroit où on veut. Le container apporte beaucoup de flexibilité dans ce monde-là. Okay? OpenShift okay, est la plateforme de choix pour profiter de cet avantage-là des containers. Pourquoi? Okay? OpenShift a une seule dépendance, c'est Red Hat Enterprise Linux. Okay? Linux roule partout. Okay? C'est l'OS le plus utilisé dans le cloud public. Dans les data centers, il reste en gros 2 OS, nous et Windows. Donc, on roule à peu près partout. Okay? En utilisant OpenShift, on peut uniformiser les opérations, on peut uniformiser l'expérience développeur, on peut uniformiser l'expérience de vos équipes de support. Okay? Peu importe, on déploie OpenShift où, finalement, ou le container où. Alors que le container soit déployé sur Azure, qu'il soit déployé sur votre data center, ça ne change rien au niveau de toutes ces équipes-là chez vous. Donc, le learning curve est le même, l'expérience est la même. OpenShift permet une expérience uniformisée pour vos développeurs et toutes vos équipes. Puis ça, ce que ça permet en retour, c'est que ça réduit les risques, ça réduit les coûts, puis ça augmente l'agilité. Okay? Je vais vous laisser les slides. Je ne vais pas lire tout ça, okay? Mais c'est des avantages finalement en termes de réduction de risque okay? Et de réduction de coûts d'OpenShift. Ce qu'on permet aussi avec OpenShift, puis ça c'est nouveau, okay? Je vais vous montrer des trucs qui s'en viennent. Là. On a créé quelque chose qui s'appelle le Ansible Service Broker. Vous connaissez Ansible? Ansible, c'est un outil d'automatisation chez Red Hat qui est très puissant. Okay? On peut automatiser beaucoup d'opérations d'installation, de configuration, par exemple, avec ce qu'on appelle des playbooks. Okay? Des playbooks, c'est une liste de tâches à effectuer pour installer un logiciel, par exemple, le configurer ou peu importe. Okay? Donc, il y a un standard sur le marché qui s'appelle le Open Service Broker API, qui a été créé par un de nos compétiteurs. On a trouvé que c'est une bonne idée, on s'est joint à eux. Okay? Et avec le Open Service Broker API, ça permet à OpenShift de parler à plusieurs fournisseurs de cloud, finalement. Okay? Puis c'est quoi qu'on utilise pour leur parler? On utilise le OpenShift Ansible Service Broker. Donc, si on veut, par exemple, installer quelque chose sur Amazon à partir d'OpenShift, avec cette standardisation-là, on peut. Okay? Et la façon qu'on va l'installer sur OpenShift, c'est avec le Service Broker Ansible. Ça va? Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. On va fermer quelques fenêtres encore une fois. OK. Ça, c'est OpenShift 3.7. Pour ceux qui connaissent OpenShift, ça a un petit peu changé dans 3.7. Ouais. OK. Alors, ce que je vais faire ici, je vais créer un projet. OK? On va appeler ça wiki. Je vais créer un wiki. OK? Tout le monde crée des wikis? Oui? Non? OK. Je vais utiliser le Ansible Service Broker ici pour déployer une application sur OpenShift. Cette application-là s'appelle MediaWiki. C'est un wiki connu quand même. Okay? Alors, je vais prendre le
Finalement, c'est un playbook Ansible qui va m'installer derrière MediaWiki sur OpenShift. Okay? Donc, je réponds à certaines questions ici. Je vais le rajouter au projet Wiki. Ma BD s'appelle MediaWiki. Parfait. Je vais donner un password. Secret. Un secret. Okay? Et je crée MediaWiki. Okay? Derrière, ce qui se passe, il me crée un container temporaire, okay, qui finalement exécute le playbook Ansible. Pour ceux qui connaissent Ansible, on voit ici Ansible qui roule en conteneur. C'est l'environnement d'exécution d'Ansible. Lui, il va me provisionner finalement mon service MediaWiki sur OpenShift. Okay? Donc, OpenShift appelle Ansible pour provisionner OpenShift. Et Ansible roule en container sur OpenShift. Okay? Ouais. L'autre chose que je vais faire, mon wiki, j'ai besoin d'une base de données. Okay? Pourquoi faire les choses simples? Je vais utiliser RDS, qui est le service de base de données d'Amazon. Okay? J'utilise encore une fois le Ansible Service Broker. Amazon nous a fourni le playbook Ansible. Il travaille avec nous, okay, pour déployer je vais invalider tout de suite cette clé après le démo, faites-vous-en pas. Alors, je vais créer ma base de données MediaWiki ici, sur Amazon. Je vais prendre une instance de type Medium. Je vais la déployer au Canada. Je me suis créé un subnet pour ça ici, MySubnet, et un Security Group. C'est des notions Amazon. Et je dis Next. Okay? Et c'est tout, j'y vais. Okay? Donc, encore une fois, si je vais dans tous mes projets ici, et voilà, j'ai mon playbook qui roule, okay, qui, lui, va me provisionner sur Amazon. Okay? Là, vous voyez, j'ai 0 instance. Si je rafraîchis, voilà, j'ai une instance qui apparaît sur Amazon de Postgres. Okay? Donc, d'OpenShift, je viens de créer une base de données sur Amazon, okay, qui va être utilisée par un wiki déployé sur mon laptop dans OpenShift en conteneur. Okay? Si je reviens à mon... Pas terrible. Alors là, j'ai mon wiki qui est déployé. Okay? Vous voyez, je n'ai pas de BD derrière, fait que je n'ai pas de wiki. Lui, il a besoin de BD. Okay? Je vais attendre que ma BD soit provisionnée. Okay? Et une fois qu'elle va être provisionnée, es-tu créé déjà? Amazon, là, c'était... Non, OK, creating. Alors, ce que je peux faire en attendant, je peux faire ce qu'on appelle le binding. Okay? Là, en tant que développeur, je ne sais pas nécessairement les credentials de ce BD-là. Ça a été créé par les ops, par exemple. Alors, je me crée un binding. Okay? Et je dis, finalement, ce binding-là, il est en train d'être créé. J'attends un petit peu qu'il soit créé. Là. Je vais juste rafraîchir mon écran. Ce qui est probablement en train... Il attend le déploiement de la BD Postgres. Il faut que Amazon installe Postgres pour moi. Avez-vous des questions entre-temps? Oui. À propos d'Amazon, on parlait tantôt des affiliés propriétaires, c'est pas tous en marché, des alternatives. Ou est-ce que la manière que vous l'utilisez, c'est correct? On utilise l'API d'Amazon. Dans le cas de cet exemple-là ici, j'utilise l'API RDS d'Amazon pour créer ma base de données. On est conscient de ne pas s'embarquer et tout, mais on est conscient aussi qu'il y a une demande dans le marché, s'il y a des clients qui veulent utiliser des services Amazon. Ben, au moins, avec OpenShift, il y a une partie du développement qui va être faite chez vous, sur votre plateforme OpenShift qui va être portable, okay, et les services Amazon vont être complètement isolés. Okay. Si je regarde ici dans ma console, là, mon service, là, je peux éventuellement le changer pour aller sur un Postgres on-prem, si je veux, là, okay, et reconnecter mon wiki à Amazon. Mais effectivement, là, je viens de me locker in Amazon dans ce cas-là, là, un peu plus. Là, okay. Mais ils ont quand même des services qui peuvent être intéressants pour certains clients. Okay. Vous pouvez avoir des besoins, des fois de services d'Amazon, d'Azure ou de Google Cloud, peu importe. Là, ça existe. Là, l'écosystème est là. Okay. D'autres questions? Oui, éventuellement. Alors là, il est long à créer, là, mais je pense que vous avez compris le concept. Là. Je ne sais pas si vous avez, en attendant qu'il se crée, là, si vous avez d'autres questions, ou sinon, ben, moi, j'ai terminé. Beaucoup de matière?